Dans l'actualité des idées aujourd'hui, vers une reconfiguration de l'ordre institutionnel mondial. Elles n'ont pas brillé pendant la crise sanitaire, ces institutions. Elles se sont faites très discrètes pour certaines. OMS, OMC, ONU. Comment repenser le rôle de ces organisations et au-delà l'architecture globale de notre gouvernance mondiale? Invitée la juriste suisse-britannique Samantha Besson, professeure au Collège de France, où elle vient de se voir confier la nouvelle chaire Droit international des institutions. Sa leçon inaugurale sera bientôt d'ailleurs coédité, copublié par le Collège de France avec les éditions Fayard sous le titre « Reconstruire l'ordre institutionnel international ». Ça fait beaucoup de 1. Bonjour à vous, Samantha Besson. Bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. La pandémie, cette grande pandémie qui nous occupe là maintenant depuis 1 an, est-ce qu'elle a été, selon vous, plutôt un accélérateur ou surtout révélatrice des faiblesses de cet ordre existant depuis la Seconde Guerre ? Alors c'est vrai qu'elles n'ont pas brillé durant cette période, et on l'a beaucoup dit, la pandémie aura révélé les faiblesses de nos institutions, et ce constat s'étend à l'ordre international aussi. Mais plutôt que de rejoindre le cœur des pleureuses, ou au contraire le cœur des optimistes, je pense qu'il faut voir dans ce que la pandémie nous a révélé à la fois les faiblesses, mais aussi les forces potentielles de l'ordre institutionnel international. En fait, on n'aura jamais autant voulu ces institutions que durant cette période. Et donc, il faudrait parvenir à mobiliser ce moment comme un moment de réforme et de reconstruction. Je n'avais pas pensé au moment où j'ai proposé et préparé ce projet de chaire que l'actualité si vite nous confirmerait son importance, mais clairement, il faut maintenant constater les faiblesses, mais surtout organiser les réformes. La responsabilité, bien sûr, des responsables, il y en a eu. Organiser les enquêtes, on sait qu'une de ces enquêtes est en cours. Et puis surtout, et ça c'est ce qui m'intéresse, travailler à la reconstruction de manière systémique, si possible, plutôt que par petites touches, comme on l'a fait ces dernières années où on bricolait, on réparait petit à petit. Et là, je pense qu'on a vraiment besoin d'une réforme complète, institution par institution, et puis ensuite dans l'ensemble. C'est intéressant ce mot de reconstruction parce que c'est vraiment un vocable né dans l'après-guerre. Est-ce qu'on est alors en situation de guerre? C'est pas la question, mais en tout cas en situation de crise telle qu'il va falloir penser à l'après, peut-être déjà maintenant, et se dire que quand ce moment adviendra, il faudra une réaction aussi forte qu'on l'a eue en termes d'institutions qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est vrai je ne suis pas historienne du droit international ou historienne des relations internationales, mais c'est vrai qu'on observe dans l'histoire constitutionnelle ou l'histoire du droit tout court des moments qui précipite l'écriture juridique de l'ordre. Et ces moments qui précipitent l'ordre, on les appelle des moments constitutionnels au niveau national, et au niveau international, on en a eu plusieurs, et on a eu justement ce grand moment de l'après-Deuxième Guerre mondiale, mais il y en a eu quelques-uns avant. On oublie beaucoup qu'on a fêté les 100 ans de l'Organisation internationale du travail, il y a quelque temps, et ça aussi, ça a été un grand moment, le début du XXe. Donc effectivement, on peut voir ce que l'on vit maintenant, et la gravité des souffrances qui sont infligées, la généralité des souffrances qui sont infligées, comme un potentiel moment politique ou un moment constitutionnel, international et européen aussi d'ailleurs. Parce que dans la reconstruction, il y a l'idée de réparation peut-être aussi, et celle d'une autre façon de remettre à sa place, de faire le bilan, l'inventaire de ce qui n'a pas marché pour anticiper, prévoir ce que pourrait être la prochaine crise, fonctionner, avancer, en tout cas ensemble. On va revenir à une voix que les auditeurs de France Culture reconnaîtront sûrement. Se faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel
de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune. Déclaration du 9 mai 1950, Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères, propose donc la création de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, avec cette idée de mise en commun. Il rappelle aussi dans ce discours que la paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans les efforts créateurs, sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. Est-ce qu'on a là, dans ce discours, dans ces mots, les premières tentatives, les premiers fondements de cet ordre institutionnel né de l'après-guerre, Samantha Besson? Bon, j'aime beaucoup ce passage de la déclaration. D'abord parce qu'on a cette idée de construction, on a aussi cette idée du petit pas, des réalisations concrètes qui peut-être, on l'espère, vont découler sur quelque chose de plus grand. Et ça parle beaucoup aux juristes, parce que le juriste, il construit, il reconstruit, on fait ça en permanence. Tout à l'heure, je vous parlais de ces moments qui précipitent, mais évidemment, en préparation des moments, et puis ensuite, après le moment, il y a un travail constant de construction et de reconstruction. Ce qui m'intéresse beaucoup dans le rapport qu'il y a entre l'après-45 et les années 50 de la déclaration Schuman, pour l'ancêtre de l'Union européenne, les communautés, et la période actuelle, c'est le simple fait que ce qu'on avait souhaité mettre en place et qu'on a garanti dans la Charte des Nations Unies, cette égalité souveraine des États, en fait, on ne l'a jamais complètement réalisé. Et la Charte des Nations Unies elle-même porte en son sein la non-réalisation de cette garantie, puisque l'inégalité des États est consacrée par le fait que les membres permanents du Conseil de sécurité sont précisément des membres choisis et des membres qui ne représentent pas l'ensemble des États de la communauté internationale. Donc cette égalité formelle qui est garantie d'un côté, et puis cette inégalité qui ensuite est bafouée tout de suite dans la construction institutionnelle des Nations Unies. Et ce qu'il me semble aujourd'hui important de comprendre, c'est que le fait de ne pas être parvenu en 1945 à complètement réaliser cet ordre institutionnel qu'on avait pourtant posé, en tout cas dans ses principes, a fait le lit aujourd'hui d'une bonne partie des maux dont nous souffrons. C'est-à-dire précisément en imposant l'inégalité institutionnelle, par exemple, au niveau des membres permanents du Conseil de sécurité, nous avons créé un antagonisme vis-à-vis d'autres États. Certains de ces États devenant puissants ont pris la place que nous avions laissée aux États-Unis, etc., etc. Donc une bonne partie des maux institutionnels, des faiblesses institutionnelles du système actuel proviennent de notre incapacité à l'époque d'aller au terme du projet institutionnel que nous étions fixés. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien cette idée de reconstruction permanente, parce que nous vivons avec quelque chose qui avait un potentiel, qui n'a pas été entièrement réalisé et qu'il faut maintenant parvenir à réaliser de manière plus complète. Alors, exemple d'un moment dans ces dernières décennies où cet antagonisme ou ces antagonismes ont empêché le système de bien fonctionner. Alors bon, les exemples abondent et on l'a vécu directement évidemment durant cette crise à l'Organisation mondiale de la santé, où on voit bien qu'on a beaucoup fustigé l'importance que prenait la Chine à l'OMS, mais aussi dans d'autres organisations internationales. Mais la Chine ne fait que prendre la place qui lui revient et qui pourrait lui revenir si l'égalité des États était véritablement un principe actif de l'ordre institutionnel international. Donc, il y a un potentiel, mais quand ce potentiel est mis en place, eh bien, il est affaibli par le fait qu'il n'a jamais été entièrement réalisé. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose que la crise a vraiment révélé.
L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle est née dans cette après-guerre en 1946, c'est ça, je crois. Elle est née... L'exemple de ces organisations, de ces institutions qui sont nées de ce moment-là. Voilà, alors on a évidemment les autres, celles dont je parlais tout à l'heure, celles du début du siècle, qu'il ne faut pas oublier parce qu'elles jouent, elles pourraient jouer encore un rôle très important. Mais on a effectivement toutes les organisations qui sont nées dans l'après-guerre. Alors la politique sanitaire mondiale, c'était déjà quelque chose auquel on pensait depuis la fin du XIXe siècle, en lien avec la libre circulation des personnes et des marchandises et la volonté de faire en sorte que cette libre circulation des personnes qui s'entamaient ne puisse pas être trop limitée par les crises sanitaires. Donc c'était quelque chose qui était déjà en marche, mais la création de l'Organisation mondiale de la santé marque vraiment un nouveau départ dans la conceptualisation de la politique sanitaire mondiale, puisque tout de suite on équipe cette organisation de pouvoirs juridiques très importants. Pour les observateurs non spécialistes, elles ont toutes l'air pareilles, probablement, ces institutions. Mais si on regarde de plus près, on se rend compte que cette organisation, elle a une constitution, donc elle utilise le terme constitution, ce qui est sans précédent, à part au niveau de l'Union européenne, et on sait ce qu'il est advenu de ce concept, des difficultés qu'il a créées. Donc elle est dotée d'une constitution, elle est dotée de pouvoirs de création de droits sans précédent. Elle peut, cette assemblée de l'Organisation mondiale de la santé, adopter du droit contraignant pour ses États. Elle peut aussi lancer des chantiers de grands traités multilatéraux au sein de l'organisation. Et puis on a des principes dans le préambule de l'organisation, comme le principe de solidarité, dont on parle beaucoup aujourd'hui, et d'intérêt, de responsabilité commune. La santé publique mondiale est posée comme un intérêt commun dont nous avons tous la responsabilité. Donc on a beaucoup de choses dans cette organisation d'après-guerre qui sont totalement novatrices et qu'il faudrait aujourd'hui parvenir à réactiver, à raviver. Et pour cela, il faut faire en sorte que nos États qui nous représentent à l'Organisation mondiale de la santé nous représentent mieux, plus activement, et puis faire toutes sortes de petites réformes institutionnelles dont j'ai parlé ailleurs. Mais c'est ça qui est intéressant avec le cas de l'OMS, avec cette agence des Nations Unies pour la santé publique, c'est que l'organisation a montré effectivement dans cette crise sanitaire, dans cette pandémie, toutes ses faiblesses, à la fois des cafouillages, des retards. Elle a été très décriée, de toute façon, depuis le début et les débuts de la crise. Pourquoi ? Peut-être justement parce que cet intérêt commun, cet intérêt général que vous évoquiez, ne semble pas avoir été privilégié face aux intérêts nationaux. Elle a été qualifiée de marionnette de la Chine par Donald Trump, on s'en souvient, accusé l'OMS d'avoir couvert Pékin dans ses silences, et cela juste avant que les États-Unis décident de se mettre en retrait de l'OMS. On va écouter deux paroles à ce sujet, celle de l'ancien ministre de la Santé français Philippe Douste-Blazy et celle de Ban Ki-moon, ancien secrétaire général des Nations Unies. Ils étaient tous les deux interrogés dans le cadre d'un documentaire Chine-USA, la bataille de l'OMS, réalisé par Pierre Aski. Il faut comprendre que l'OMS a ce qu'on appelle un executive board qui est fait d'une trentaine de pays et on tombe dans la maladie onusienne qui est la maladie de l'unanimité. Et vous vous rendez compte aujourd'hui ce que représente le poids de la Chine dans l'executive board. Et donc comment on peut justement obtenir l'acceptation de l'ambassadeur chinois qui représente son pays, et dire oui, ça vient de chez nous et donc nous allons entraîner une épidémie dans le monde. Donc la réponse est non. Il est difficile pour l'OMS d'éviter la critique sur le fait qu'elle a été certainement en retard pour prendre des mesures actives dès le début de l'épidémie. Mais l'ONU, l'OMS et n'importe quelle organisation internationale sont constituées de leurs pays membres. Il faut donc le soutien volontaire et la coopération étroite de la part de tous les pays membres pour que l'OMS fonctionne correctement. Je trouve donc très regrettable que ça devienne une lutte politique. La faiblesse de l'OMS a créé les conditions de la crise. L'historien François Godement va encore plus loin dans ce documentaire, Samantha Besson.
Effectivement, c'est un très beau documentaire. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que cette faiblesse n'est pas une fatalité. Comme j'ai essayé de le montrer dans ce que j'ai dit il y a quelques minutes, juridiquement, nous avons de quoi, dans cette organisation, la faire réagir. Ce qu'il a manqué, probablement, c'est de la volonté de la part des États. Et les États, on l'oublie souvent. En tout cas, les États dans lesquels la population a la chance d'être organisée démocratiquement, lorsque ces États sont démocratiques, ces États, c'est nous. Et donc nous avons aussi à faire rendre des comptes à nos politiciens, à nos gouvernants, de la politique qu'ils mènent à l'OMS. Et on ne peut pas dire que dans les campagnes politiques actuelles, on nous parle beaucoup de politique extérieure. On nous parle peut-être parfois de politique européenne, mais rarement d'autres contextes de la politique extérieure de nos États. Donc je pense déjà qu'il y a beaucoup à faire dans le lien de représentation nationale pour faire en sorte de faire rendre des comptes à nos représentants politiques, à nos gouvernements, à l'égard ou au sujet de la politique extérieure qu'ils ont, et notamment des positions qu'ils représentent au niveau de l'Assemblée mondiale de la santé. Parce que ce sont des organisations, des institutions quand même politiques. Et vous n'êtes pas contre ce terme. Ban Ki-moon à l'instant disait « Je trouve regrettable que ce soit les luttes politiques qui aient pris le dessus ». Mais il y a forcément de la politique dans des organismes comme celui-ci. Vous dites même que l'OMS vit un moment politique dont il faudrait se saisir. Il faudrait peut-être repolitiser cette institution, ou en tout cas remettre la politique de santé au cœur des politiques. Donc effectivement... Le terme politique a souvent mauvaise presse quand on parle de relations internationales, de droit international ou d'organisation internationale. Tout de suite, le politique devient le politisé, quelque chose qu'il faudrait rejeter, alors que précisément, il me semble que le fait que le politique se soit tellement invité dans cette crise nous montre de manière criante qu'il faut se saisir du politique. Alors évidemment, les gens vont vous dire le politique à l'OMS, c'est un jeu de pouvoir. Mais oui, mais la meilleure manière de juguler un jeu de pouvoir et d'y mettre de l'ordre, c'est précisément de se préoccuper de la légitimité politique de ce pouvoir. Les gens vont vous dire aussi « Ah, mais la souveraineté, on sait ce que ça fait au droit international, les États sont des souverains solitaires, ils ne font rien entre eux ». C'est faux. La souveraineté, lorsqu'elle a la chance d'être la traduction de la souveraineté d'un peuple, c'est quelque chose qu'il faut aussi écouter à l'Organisation mondiale de la santé. Donc je pense qu'il y a tout un travail à faire autour de la politique ou du politique dans les organisations internationales pour parvenir à sortir le débat de cette ornière-là. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire précisément pour améliorer cette légitimité politique ? J'ai parlé déjà de l'État. Je pense qu'il faut absolument que nous fassions mieux rendre des comptes à nos États lorsqu'ils agissent dans cette organisation. Mais pour ça, il faut aussi que l'organisation cesse de travailler principalement par des comités d'experts. Donc il faut absolument que l'organisation, et les États doivent le demander, l'organisation traite la question de la santé plus seulement comme une question techno-scientifique, donc quelque chose que seuls les experts pourraient maîtriser. Bien sûr, on a besoin d'experts sur ces questions-là. Loin de moi l'idée de décrier la participation des experts. Mais au final, il me semble que les questions qui relèvent de politique de santé, qu'elles soient nationales ou mondiales, sont des questions politiques qui doivent être prises par nos représentants politiques. Donc il faudrait que l'Assemblée mondiale de la santé, c'est-à-dire l'Assemblée des États, reprenne une partie des pouvoirs qui lui reviennent selon la constitution de l'OMS. Et puis, par ailleurs, il faudrait compléter cette participation des États, cette représentation dans la politique de santé par les États, par d'autres représentants. Je vous disais tout à l'heure qu'il ne faut jamais oublier que nous avons la chance d'être représentés par des États qui sont organisés démocratiquement, mais ce n'est pas le cas des autres populations du monde. Donc vous parliez de la Chine dans l'extrait qui a passé tout à l'heure. Il est essentiel pour bien représenter les Chinois d'associer d'autres représentants aux délibérations et aux modes de décision de l'Organisation mondiale de la santé. Alors on a beaucoup parlé d'associer les ONG, mais quand on parle d'associer les ONG, on parle de leur donner une voix, peut-être, délibérative, mais jamais décisionnelle, alors qu'il y a beaucoup à faire, me semble-t-il, pour combiner et systématiser la complémentarité de la représentation d'une part par les États sur le plan international et d'autre part par la société civile et notamment les organisations non gouvernementales. La force des ONG, c'est ça, c'est justement qu'elles sont supranationales en fait.
Alors, ce qu'elles sont exactement, est-ce qu'elles sont supra-transnationales? Ça, c'est une grande discussion. En tout cas, elles sont non gouvernementales. Elles sont non gouvernementales. Il est assez difficile, je dois dire, aujourd'hui de les définir. D'ailleurs, ça fait partie d'un des défis de la chaire au collège, justement, que j'ai, c'était de travailler sur cette organisation institutionnelle interne de ces institutions. Mais surtout, elles ne sont pas forcément aussi représentatives qu'on l'aimerait. Elles ont le potentiel de l'être, mais si vous y réfléchissez bien, elles ne sont pas toujours égalitaires. Certaines ONG, il y a beaucoup d'ONG qui représentent davantage certaines populations du monde que d'autres. Il y a beaucoup d'ONG au nord. Il y a beaucoup d'ONG qui travaillent sur la représentation de groupes vulnérables, de certains groupes vulnérables en particulier et de pas d'autres. Et puis surtout, est-ce que vous contrôlez les ONG ? Elles disent vous représenter, mais est-ce qu'elles vous rendent des comptes ? Est-ce que vous avez un moyen de leur demander de vous rendre des comptes ? Donc oui, les ONG peuvent jouer un rôle, je pense, absolument vital de représentation de la société civile à l'Organisation mondiale de la santé et ailleurs d'ailleurs aussi. Mais il ne faut pas oublier qu'elles ne sont pas en soi garantes d'une représentation démocratique. Elles peuvent être profondément inégalitaires. Elles peuvent elles sont d'ailleurs très souvent incontrôlables ou en tout cas non contrôlées par ceux qu'elles prétendent représenter. Je retourne en Chine avec vous, Samantha Besson, si vous le voulez bien. Dans cette affaire de l'OMS, le président Macron a estimé, lui, que le multilatéralisme a été victime de ces tensions entre la Chine et les États-Unis et de cette absence de transparence aussi qu'on a évoquée. Depuis 1 an, personne n'a pu entrer en Chine. Il y a, et vous avez abordé la question de cette mission qui vient de s'ouvrir enfin, des experts de l'OMS qui viennent seulement d'être autorisés à se rendre à Wuhan pour enquêter sur les origines du coronavirus. On y retourne. Rien ou presque n'aura filtré sur le programme de la mission de l'OMS. Tout juste sait-on que les 10 scientifiques vont être placés à l'isolement pendant 2 semaines. Leur objectif, c'est de trouver comment le SARS-CoV-2 est passé de l'animal à l'homme. Et rien d'autre, dit Mike Ryan. C'est le responsable des programmes d'urgence à l'OMS. Comprendre les origines d'une maladie, ça n'est pas trouver un coupable. Si c'était le cas, il faudrait blâmer le changement climatique ou toutes les décisions qu'on a prises depuis 30 ans, de l'urbanisation jusqu'à la gestion des forêts. Si vous cherchez des coupables, vous en trouverez partout. Ce que nous faisons, c'est de chercher des réponses qui pourront peut-être nous sauver plus tard. Laissez cette mission s'occuper de la science, pas de politique. Difficile pourtant d'échapper à cette question, déjà parce que les chercheurs ne devraient utiliser que les données de leurs collègues chinois et pas tenter de repartir de zéro, aussi parce que Pékin laisse entendre que le virus serait apparu ailleurs qu'en Chine et que les scientifiques iraient enquêter dans d'autres pays. L'un des membres de l'équipe, l'Allemand Fabian Lendertz, estime que Wuhan est tout de même le meilleur point de départ. Ce médecin vétérinaire qui a identifié les origines de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014 se dit presque sûr que les scientifiques découvriront ce qui s'est vraiment passé, même si cela risque de prendre du temps. Alors là, on en est 1 an après le début de cette pandémie, à essayer de mettre de la transparence sur la transparence, Samantha Besson. Comment comprendre cette idée qui est évoquée là, que ce ne sont pas des coupables qu'on cherche ou des responsables, parce que le mot coupable est assez fort, mais que ce sont des réponses à trouver. Qu'est-ce que ça peut apporter et comment ça peut éclairer le fonctionnement aussi de ces institutions ? Alors, c'est un très bel extrait aussi. Vraiment, cette période est passionnante. Moi-même, je me passionne constamment et je vous remercie encore beaucoup de l'invitation. Donc, je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très commun en droit international, après une crise, que ce soit un conflit armé ou toute autre crise, d'enquêter. Et on a vraiment une soif de vérité. Ici, on a besoin de faits. Non seulement sur le plan scientifique, comme ça a été expliqué dans le reportage, mais on a besoin aussi de clarté sur les décisions institutionnelles qui ont été prises au niveau national, mais aussi au niveau international. Donc il y a une enquête maintenant pour établir les faits, effectivement. Donc il y a cette séparation peut-être un peu artificielle entre faits et droit et faits et responsabilité, établissement des faits et responsabilité, mais il y a une enquête en place, mais il y aura aussi une enquête sur l'OMS elle-même. Donc ce qu'on sait moins, c'est que c'est très commun. Après Ebola, après SARS, il est normal, il fait partie du processus ordinaire que d'enquêter.
Et idéalement, il ne faudrait pas enquêter uniquement sur la Chine, il faudrait aussi enquêter sur les non-réactions à la crise en Chine une fois qu'elle était connue. On peut aussi considérer qu'il y a eu une violation de la diligence due de la part de nos États européens, voire de l'Union européenne, si on veut étendre ce standard à l'Union européenne. Donc, je pense que cette étape n'est pas extraordinaire, elle est souhaitable et heureuse, et il est vrai qu'il faut faire la part des choses ici entre établissement des faits et responsabilité. Mais rien n'empêche aussi, évidemment, de poursuivre l'un ou l'autre État. On parle beaucoup de la Chine, mais ça peut être d'autres États en responsabilité par le biais de modes de règlement pacifique des différends en droit international. C'est prévu d'ailleurs par la constitution de l'OMS. Il est prévu qu'en cas de violation et de différence sur l'interprétation des obligations de la constitution de l'Organisation mondiale de la santé. Et de les poursuivre, ça apporterait quoi? Il serait possible de les poursuivre. Mais pourquoi? À quelle fin? Pour établir une responsabilité. Donc, pour l'instant, dans le collimateur, dans les publications et les expressions d'intérêt pour ce genre d'action pacifique, donc par la négociation ou par la conciliation ou encore par une saisie de la Cour internationale de justice, on sent, on parle surtout évidemment d'établir la responsabilité de la Chine, mais il ne s'agit pas uniquement de la Chine. Alors comme l'a dit le reportage, la causalité est extrêmement complexe. Comment faire la part des choses entre une responsabilité individuelle de certains États, une responsabilité collective de ces États, une responsabilité pour des phénomènes naturels, on a parlé de la biodiversité dans le reportage. Donc les choses sont très complexes à établir, mais le droit international de la responsabilité a l'habitude de la complexité. Et une crise sanitaire, ça n'est pas le seul événement qui présente une causalité complexe. Un conflit armé, prenez la guerre civile et ensuite le conflit armé international qui s'en est suivi en Syrie, implique aussi toutes sortes de causalités complexes. Donc, établir la responsabilité, c'est faire répondre un ou plusieurs États, établir cette causalité, et puis, on l'espère, spécifier le contenu des obligations qui ont été violées pour l'avenir. Par exemple, on s'est beaucoup demandé qu'est-ce que la diligence due? Alors, qu'est-ce que la responsabilité? C'est le terme que vous avez employé et vous y travaillez. Samantha Besson, je rappelle que vous êtes professeure au Collège de France, que vous venez de vous voir confier la toute nouvelle chaire droit international des institutions. On vit une époque charnière. Le droit international peut ou doit se réformer. C'est en tout cas ce que vous pensez. Et vous plaidez pour la réhabilitation de cette idée de diligence due. C'est une norme de comportement. Mais quelle nouvelle portée est-ce qu'elle pourrait avoir? Qui aurait intérêt à l'invoquer aujourd'hui? Alors c'est une très belle notion, une notion ancienne du droit international dont je suis tombée amoureuse et sur laquelle je travaille maintenant depuis 2 ans. Et j'aurai la chance de pouvoir présenter mon cours sur ce standard au Collège de France à partir du 11 février. Le Covid a repoussé ce cours d'une année, mais ne l'a rendu finalement que plus intéressant pour moi et je l'espère pour le public. Alors je vous disais tout à l'heure que si nous devions aboutir à une procédure, qu'elle soit judiciaire ou non judiciaire en droit international sur la responsabilité de l'un ou l'autre État ou organisation internationale dans le contexte de la crise du Covid, l'intérêt de cette procédure, outre l'établissement de la responsabilité du sujet concerné, serait de spécifier le contenu des obligations violées. On s'est beaucoup demandé, on se demande encore, est-ce que les États ont des obligations de coopération en ce moment, que ce soit en lien au vaccin ou que ce soit en lien à l'information, à la coopération autour d'un nouveau virus. Et le contenu spécifique de ces obligations, puisque ce sont des obligations de comportement, souvent ce sont des obligations positives et pas des obligations négatives, est assez difficile à définir. Et l'intérêt des procédures judiciaires, c'est précisément de travailler à définir le contenu de ces obligations, rétrospectivement pour établir la responsabilité, mais aussi prospectivement pour que dans une prochaine constellation, on puisse mieux comprendre ce que tel ou tel État aurait dû faire au titre de la coopération internationale en matière de crise sanitaire. Alors la diligence due, c'est l'un des ingrédients de ces obligations. C'est un beau standard qui se greffe sur les obligations internationales des États, mais peut-être aussi des organisations internationales comme l'OMS ou les Nations Unies, et qui demande à ces sujets de droit international de prendre des mesures
de manière à ne pas nuire ou à protéger les intérêts ou droits d'autres sujets de droit international. Les premières constellations dans lesquelles on a rencontré la diligence due, ce sont de vieilles constellations en droit de la mer, en droit de la neutralité, puis ensuite ça s'est beaucoup appliqué en droit de l'environnement, transfrontalier, ne pas polluer une rivière qui pourrait ensuite amener cette pollution dans un État voisin, et puis tout récemment en droit de l'homme, en droit des catastrophes et en droit de la santé internationale. Donc est-ce qu'on peut considérer que la Chine, les États européens, la France, le Royaume-Uni, l'Union européenne elle-même ont été suffisamment diligents dans l'information qu'ils ont relayée, dans les mesures qu'ils ont prises, dans la coopération dont ils ont fait montre suite à la crise. Et l'autre piste de réforme, et on terminera là-dessus, il nous reste une minute, Samantha Besson, c'est aussi peut-être repenser le changement d'échelle, tant qu'à changer de paradigme. Parmi les nouveaux critères pour penser cette nouvelle carte de l'ordre international, il pourrait y avoir d'autres échelles possibles, les villes, les régions. Absolument. Il est clair aujourd'hui que si l'on veut terminer cette construction, ou en tout cas faire en sorte que l'égalité des États et l'égalité des individus qui dépend de l'égalité des États dans l'ordre institutionnel international actuel, si l'on souhaite terminer cette construction et mieux protéger cette égalité, il faut ajouter d'autres échelles de représentation. Et la ville, donc la ville à une échelle infranationale, ou la région à une échelle supranationale mais non universelle, je pense, sont des institutions pleines de potentiel pour cette représentation des gens de ce monde. Les régions parce qu'elles cristallisent les solidarités civilisationnelles, et puis les villes parce qu'elles sont plus proches de nous. Et j'en parlerai demain soir au collège dans la Nuit des idées. Cette proximité de la ville la rend une institution particulièrement importante pour développer la démocratie internationale que nous souhaitons. Merci beaucoup, parce que ce sera le terme de cette 6e édition de la Nuit des idées, dont nous sommes partenaires ici à France Culture, proche avec un S, un proche au pluriel. Vous réaborderez à cette occasion-là cette question et j'invite les auditeurs à vous suivre. C'est passionnant et ce sera la suite de notre discussion. Merci beaucoup à vous, Samantha Besson. Hâte de pouvoir aussi lire cette leçon inaugurale éditée par Fayard très prochainement. Merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc. Merci à Madeleine Martineux et à Cathy Renaud pour leur aide précieuse. À la réalisation, c'était Thomas Beau avec Laurie Vachon aujourd'hui à la technique. Bel après-midi à tous sur France Culture.